AXA. Alors, la première chose que je vais généralement regarder sur ce type d'entreprise, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Pour une compagnie d'assurance multiligne, je ne suis pas très étonné non plus. Donc, on peut déjà voir ici que c'est un business qui est à peu près mature. Mais attention, comme je l'ai dit, c'est une compagnie d'assurance multiligne. Donc, en même temps, voilà, il y a plusieurs lignes de... Il y a plusieurs divisions dans cette entreprise-là, d'accord? On a également de la gestion d'actifs, ce genre de choses-là. Donc, dépendamment du type d'assurance qu'on aura ici, on peut faire ici, on peut avoir une entreprise qui pourra avoir jamais une croissance par acquisition, ou bien parce qu'elle gagne de plus en plus de clients. Donc, il faut toujours aller poser la question de savoir comment est-ce que AXA fait pour gagner de plus en plus de clients. OK? Donc, je continue. Après la croissance des revenus, je constate juste qu'on est en stabilité, n'est-ce pas? Ensuite, je vais aller vérifier. Bon, la marge brute sur une compagnie, d'assurance, c'est un peu limite. Donc, on peut juste l'observer ici, c'est assez correct. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est surtout les marges nettes. OK? Parce que les compagnies d'assurance font de l'argent, il n'y a pas de promesse de paiement, il n'y a pas de matière première à envoyer, etc. Je paye pour un service. Donc, c'est-à-dire que ces entreprises-là auront tendance à toujours gagner de l'argent. Enfin, quand je dis auront tendance, une compagnie d'assurance ne doit pas payer d'argent. OK? De temps en temps, on peut avoir des bénéfices nets moins élevés. Et vous devez savoir ici que les revenus peuvent être issus des frais, des premiums sur les polices d'assurance ou également des dividendes ici issus des différents. Enfin, quand on dit des dividendes ici, c'est entre parenthèses. C'est entre parenthèses. Hein. Ça peut être ici des intérêts sur des obligations ou des choses comme ça. Donc, quand je parle de dividendes, ce n'est pas trop de dividendes sur les entreprises. OK? Donc, les revenus ici, on va se dire ici les revenus issus des différents placements financiers. OK? Et quand on parle de revenus issus des différents placements financiers, ça peut également affecter le book value. Donc, quand on voit à peu près le book value de cette compagnie à 23 milliards, idéalement, une compagnie d'assurance, on aimerait l'acheter à un prix aux alentours de son book value ici, et toujours en vérifiant si le tangible book value a tendance à croître. OK? Ici, je constate que le tangible book value en question a baissé d'à peu près 26 milliards. Si vous regardez toutes les compagnies d'assurance en Europe, c'est la même chanson. Ça ne veut pas dire que le book value a perdu en valeur. Parce que théoriquement, en date d'aujourd'hui, les obligations qu'elle détient ont une valeur faciale inférieure à une valeur faciale moins élevée en date d'aujourd'hui, notamment par rapport à la hausse des taux d'intérêt. C'est-à-dire que si elle est forcée à les revendre en date d'aujourd'hui, voilà à peu près ce qu'elle pourrait retirer. Mais attention, son but n'est pas, elle ne va pas avoir tendance à les revendre ici parce que techniquement, si elle les garde jusqu'à maturité, elle va récupérer cette somme de départ-là. Donc, il faut faire attention ici, ce book value-là pourrait fluctuer également. Donc, on va toujours aller regarder le bilan. De toute façon, les bancaires, comme les compagnies d'assurance, c'est essentiellement l'étude des bilans. Les bancaires, c'est autre chose, essentiellement à qui nous prête de l'argent, à combien est-ce qu'on achète cet argent-là, à combien est-ce qu'on revend cet argent-là, on revend cet argent-là à qui, parce que oui, les banques vendent de l'argent. OK? Donc ici, c'est un peu différent dans le sens où quand je paye un premium, quand je paye ici ma police d'assurance ici, à la fin de la journée, l'entreprise va enlever les frais. Et si on a tendance à avoir quelque chose qui nous reste en supplément ici, ça va partir au niveau des bénéfices. Dépendamment du type d'assurance qu'on aura également ici, voilà, c'est quelque chose, il faut toujours faire attention, surtout aux assurances vie ici. On aura tendance ici à privilégier énormément le book value. Or, l'assurance santé, c'est un peu plus différent. Mais dans tous les cas de figure, ce n'est pas des business compliqués à analyser. D'accord? Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Ce n'est pas des business vraiment compliqués à analyser, sauf qu'il faut toujours avoir le nez sur les actifs liquides de la compagnie en date d'aujourd'hui. Parce qu'un problème pourrait survenir. Et en tant que compagnie d'assurance, je dois assumer la responsabilité. Donc, le bilan financier de ces entreprises doit être 5 étoiles, sain. Une manière générale, c'est d'avoir une idée générale du bilan de cette compagnie sans toutefois aller en profondeur, ce que je ne conseille pas d'ailleurs de faire. Il faut toujours aller en profondeur dans tous les cas de figure. C'est votre avantage concurrentiel. C'est de regarder à peu près les notes venant des organismes de crédit. Ici, jamais pour une compagnie d'assurance, toujours en A. Que ce soit A-, A+, mais toujours du A. Si on a quelque chose inférieur à A ici, ou bien il faut toujours faire attention. D'accord? Donc ici, je peux aller rapidement. Sur le site de l'entreprise, on vous donne cette information-là. Vous pouvez également aller regarder sur Fastgraft ici. Vous avez le A+. Donc, c'est-à-dire que
le crédit, l'entreprise ici est extrêmement solvable. Et pour une compagnie d'assurance, c'est le minimum qu'on demande. Donc, ici, quand on voit un book value qui a diminué, ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise a perdu. Il faut toujours aller vérifier pourquoi. Et en tout cas, il y a de grandes chances ici que ce soit uniquement par rapport aux obligations. Donc, quand je vais avoir tendance à prendre le price to tangible book value, je dois également me dire que ce book value-là ne représente peut-être pas le véritable book value de la compagnie en date d'aujourd'hui. OK? Donc, il pourrait être sensiblement plus élevé que ça. Ensuite, je vais regarder ici, on était aux alentours ici du net income, donc du bénéfice net ici. Donc, comme je mentionnais, une compagnie d'assurance ne doit pas payer d'argent. Certaines années, on peut avoir des bénéfices nets moins élevés. Mais ce qui est bien avec les compagnies d'assurance, c'est qu'une fois qu'on vous a assisté, une fois que l'entreprise ici a payé pour un dégât, d'accord, vu que vous étiez assuré, elle aura tendance ici à augmenter votre prime d'assurance. Ben oui, parce que vous serez de plus en plus à risque. D'accord? Imaginez que vous avez une voiture, vous faites un accident, l'assurance vient ici, vous dédommage. Derrière, vous pensez que vous allez payer le même prix pour votre police d'assurance? Non. On va se rendre compte que, bon, il a déjà eu un accident. Ou bien, chaque année, chaque 3 ans, cette personne a tendance à avoir des accidents ici. Donc, vous aurez des prix différents. OK? Donc, la compagnie d'assurance ici, je ne suis pas étonné d'avoir ce genre de résultats. Je ne veux surtout pas des résultats négatifs. Je dis bien surtout pas. Je dois surveiller surtout en quarterly. Toujours également intéressant à aller voir parce que ça peut annoncer des mauvaises nouvelles. Donc ici, sur les 20 dernières années, en quarterly, elle a perdu de l'argent ici et toujours quand même vérifier les bénéfices nets ajustés. Elle a perdu de l'argent 2 fois. C'est une bonne chose. D'accord? Donc, on a tendance à rapporter de l'argent. Maintenant, vu que les compagnies d'assurance, les clients ont tendance à rester avec leur compagnie d'assurance ici, donc on aura tendance à voir à peu près, surtout si on arrive à bien calculer nos risques ici, ça, ce n'est pas votre rôle, c'est le rôle des actuaires ici, à peu près rapporter la même chose. D'accord? Sur les 20 dernières années, c'est 4 milliards 200. Sur les 10 dernières années, 5 milliards 250. Sur les 5 dernières années, 5 milliards. Sur les 3 dernières années, nous avons 6 milliards 800. Il est toujours également bien d'aller regarder à peu près l'estimation des analystes parce que c'est des business assez prévisibles également. Enfin, quand je dis assez prévisible, il faut faire attention ici parce qu'on n'est jamais à l'abri ici, je ne sais pas moi, si c'est l'assurance santé, on n'est jamais à l'abri ici d'une pandémie. D'accord? Donc, on doit assumer les risques comme en 2020 par là. OK? Donc, on n'est jamais à l'abri également d'un ouragan, ce genre de choses. Mais comme je l'ai toujours dit, une fois qu'on assure, une fois qu'on vous dédommage pour un risque, pour un problème particulier, d'accord, la compagnie d'assurance aura tendance à augmenter les prix. Donc, normalement, ces entités-ci ont tendance à avoir un pricing power. D'accord? Mais celles qui vont pouvoir en bénéficier, c'est celles qui vont déjà être solides financièrement en date d'aujourd'hui. Et encore, il faut avoir un bon historique ici comment on appelle ça? Je ne voulais pas dire de calcul du risque ici, mais on pourrait dire d'appréciation du risque. D'accord? Donc, parce que si vous partez assuré à peu près à bas prix des gens qui ont tendance à être à haut risque ici, ça ne va pas bien se passer à long terme. Si vous vendez de l'assurance santé, disons que vous vendez de l'assurance vie ici, je fais un exemple, et que vous ne vérifiez pas, enfin, disons assurance santé, on va le dire comme ça, et que vous ne vérifiez pas les antécédents ici de santé de vos différents clients, vous prenez tout le monde, disons, vous allez vous retrouver avec des gens qui sont extrêmement à risque. D'accord? Donc, en plus, si les produits d'assurance sont à vil prix ici, vous allez devoir les assurer. Tôt ou tard, vous allez devoir dépenser énormément d'argent plus. D'accord? Donc, il faut toujours faire attention. C'est pour ça qu'ici, c'est surtout la gestion des risques. Bref, on va aller très rapidement. Ici, les analystes s'attendent à combien j'ai vérifié précédemment. Ici, on était à peu près en N plus 3. On serait aux alentours de 8 milliards. Disons en N plus 2, net income. Dans les N plus 3, ça veut dire que cette année, d'ici 2026, d'ici 2027, on va le dire comme ça, N plus 2, on s'attend à peu près à 7 milliards 800. Tout ce que je vois, c'est qu'on s'attend à quelque chose de plus en plus élevé par rapport à ce qu'on a en date d'aujourd'hui. OK? Donc, on peut se dire ceci, même pas qu'on peut se dire ceci. Donc, il y a de grandes chances, d'accord, que les bénéfices nets des 3 dernières années représentent à peu près le minimum de ce qu'on pourrait obtenir sur les années à venir. Et si c'est le cas, ça veut donc dire que le 6 milliards 800 qu'on a aujourd'hui, compagnie d'assurance, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices. D'accord? Si on est à 15 fois les bénéfices ici, et encore, on pourrait même être à 13 fois les bénéfices.
Moins la dette nette, j'ai vérifié la dette nette aux alentours de 31 milliards ici. Ça donne à peu près 71 milliards. OK? 71 milliards. On compare ça par rapport au prix actuel, on se rend compte que, à la capitalisation boursière actuelle, on se rend compte que l'entreprise est correctement évaluée. OK? Mais n'oubliez pas, ces entités comme les bancaires doivent également payer des dividendes et racheter des actions. De préférence, vous racheter des actions pour que vous puissiez bénéficier de la performance et du rendement, pour que vous puissiez bénéficier ici de la performance également de performance du prix de l'action, on va le dire comme ça. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. OK? Donc, en fait, je vous dirais même qu'il est préférable que ces entités s'y rachètent des actions plutôt que de distribuer le dividende parce qu'elles auront tendance à s'évaluer à des multiples ici de valeur très, très bas. En plus, c'est une compagnie qui est mature. Donc, vous pensez qu'on va la payer à 20 fois les bénéfices? Jamais de la vie. OK? Donc, ici, vous allez voir que le marché a tendance à payer des multiples, a tendance à payer ici un multiple de valorisation un peu plus bas que d'habitude. D'accord? Donc, on va aller vérifier ici. On sera entre, comme je l'ai dit, entre 10 et 15 fois les bénéfices. D'accord? On regarde ici. Vous voyez qu'on est en moyenne à 10 fois les bénéfices. Et quand une entreprise s'échange à 10 fois les bénéfices, ça c'est sur les 20 dernières années. Moi, c'est ça que j'ai souvent comme problème avec les entités européennes. Pourquoi vous ne repayez pas le dividende? Excusez-moi, pourquoi est-ce que vous ne rachetez pas les actions? C'est bien de distribuer un dividende ici, mais à la fin de la journée, je vais également pouvoir bénéficier ici de la croissance du prix de l'action. Je ne dis pas ici que le prix de l'action de cette compagnie n'a pas connu du succès dans les années précédentes ici, OK, au cours des années précédentes, mais attention, toujours l'ajuster par rapport au dividende. OK? Parce que si vous ne l'ajustez pas par rapport au dividende, ça va ressembler à ça. D'accord? Or, quelqu'un qui peut bénéficier réellement quelqu'un qui pourrait bénéficier réellement ici de la croissance d'un investissement sur un investissement. Enfin, qu'est-ce que je voulais raconter? Je suis fatigué. Donc, si vous voulez vraiment bénéficier ici, n'est-ce pas, de vos investissements sur AXA, le dividende qu'on vous paye, vous devez racheter plus d'actions. Surtout si les actions se négocient à des prix plus bas. OK? Si vous sortez juste le dividende comme ça, bon, OK, tant mieux s'il continue à augmenter année après année. Mais j'aurais préféré que l'entreprise rachète des actions. Bon, maintenant, si vous êtes investi dans un PEA, etc., ça peut être, voilà, il n'y a pas de friction au niveau comment on appelle ça? Enfin, quand je dis qu'il n'y a pas énormément de frais au niveau des dividendes ici, mais bon, les frais ne nous font pas peur normalement. Donc, on a juste à ajuster, on doit uniquement prendre ça en considération par rapport quand on achète une entreprise, dans le sens où si j'ai peut-être des taxes à la sortie ici de 30%, peut-être que je vais acheter l'entreprise, je vais vouloir l'acheter ici 30% plus bas que mon target d'origine. D'accord? Si une entreprise a une valeur de 100 $ ici et que je recherche vraiment ici à les acheter à 50% en dessous de leur valeur réelle, peut-être parce que si j'ai des taxes à payer à la sortie ici généralement, donc je vais peut-être demander au lieu d'avoir du 50% en moins, je vais peut-être demander 60% en moins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand j'entends souvent les gens mentionner ici que oui, mais les taxes, etc., non. Vous l'ajustez par rapport à votre vous l'intégrez déjà dans votre prise de décision. D'accord? Par rapport au prix que vous recherchez. Parce qu'en fait, personne ne vous force à acheter une entité. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui savez à peu près quel est le rendement que vous aimeriez obtenir à long terme. Et par rapport à ça, vous allez devoir acheter des entreprises à des prix qui vous semblent assez corrects par rapport, en cohérence ici, à vos objectifs de rendement. Et je ne parle pas de dividendes. D'accord? Donc, si quelqu'un cherche du 2% de rendement année après année, peut-être qu'il peut aller acheter du Novo Nordisk. Je ne dis pas que Novo Nordisk est surévalué. D'accord? Donc, je ne sais pas. Je ne dis pas également qu'elle va faire du 2% en moyenne sur les années à venir. Donc, ça va dépendre ici. Quelqu'un pourrait être d'accord à acheter 50 fois les bénéfices, qui représentent 2% de rendement. D'accord? Bref, revenons sur AXA, pour juste terminer ici. Cette compagnie, le 6,8 milliards qu'on obtient en date d'aujourd'hui, à 10 fois les bénéfices, ça donne à peu près ici 68 milliards. Pas besoin d'enlever la dette ici, ça représente la valeur actuelle. C'est-à-dire que si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices en dividendes, vous avez à peu près 10%. Elle vous paye 5,57 ici, donc le dividende ici, il est safe. Et maintenant, toute croissance supplémentaire sera bénéfique. Regardez ici. On vous mentionne que c'est un business enfin, on peut se dire entre parenthèses prévisible, hein, d'accord? Quand on prend la moyenne des 2 dernières années, sur 2 ans ici, les années sont tendance à avoir raison 66% du temps. Vous remarquez ici que d'ici 2026, on s'attend à 4 $, à 4 euros. Par rapport au prix actuel, c'est plus de 10 fois. Je pense qu'on est à peu près à, si je ne me trompe pas, si mes calculs sont encore bons, on est au-delà ici on est au-delà du 12%. Voilà, 13% par là. Donc, ça peut être intéressant. Et tant aussi longtemps que le bilan financier d'AXA reste solide. Donc, comme je l'ai dit, pour vraiment en bénéficier, rachetez de plus avec chacun, dépendamment de votre âge. Hein.
quand tu reçois le dividende de AXA, tant qu'elle reste solide, rachète plus d'actions. Et je ne suis pas en train de vous demander d'investir sur AXA. Mais voilà, pour vraiment en bénéficier, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. D'accord? Parce que si vous achetez plus d'actions, les dividendes ici versés seront encore plus élevés que ça. Et encore, n'oubliez pas, j'ai remarqué également que cette compagnie-ci rachète des actions, ce qui est une bonne chose. D'accord? Elle commence à racheter des actions. Je ne sais pas maintenant quel est son programme d'actions. Est-ce qu'elle a mis de côté? Est-ce que c'est 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, 1 milliard? Il faut toujours aller vérifier ça ici. Mais c'est une très bonne décision de racheter des actions. On combine les deux. Rachat d'actions, versement de dividendes. Donc, pour le moment ici, ce que je vois ne me dérange pas. Je dirais que ça me plaît bien. Je pense que AXA reste intéressante en date d'aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, n'oubliez pas d'aller vérifier au niveau du bilan ici de quoi il est constitué. OK? Et pourquoi est-ce qu'il a baissé sur les dernières années. Ça, c'est un travail que vous devez effectuer. D'accord? Donc, n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez le lien vers la top newsletter, ainsi que les notes d'analyse qui sont gratuites jusqu'au 29 du mois de février. Je vous rappelle ici que les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls sur des entreprises qui, moi, me semblent intéressantes au prix actuel. OK? Donc, jusqu'au 29 du mois de février, vous y avez accès, d'accord? Et vous aurez uniquement 10 entreprises. En fait, vous n'aurez pas la totalité de ce que j'ai pu mentionner précédemment ici, mais je pense que 10 entreprises, c'est assez suffisant. Je pense qu'on est à 6 entreprises aujourd'hui. Je pourrais rajouter les 4 entreprises ici au courant des semaines à venir, des semaines à venir. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Et surtout, ne vous abonnez pas si vous ne voulez pas faire le travail d'analyse nécessaire derrière. D'accord? Si vous ne voulez pas lire les rapports financiers, ce n'est pas une chaîne pour vous. Merci.